Bonjour, hello, buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenido en mi canal de YouTube. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de m'avoir regardé. Merci de me suivre. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne YouTube. Si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, toutes ces personnes qui sont en train de passer et que vous pensiez que ce que je suis en train de faire peut aider une personne ou bien peut interpeller une personne, un membre de ta famille ou toi-même, merci de t'abonner pour que tu me donnes la force afin que je fasse ce que vraiment la vie m'a enseigné et les études m'ont aussi enseigné. Je ne viens pas donner des leçons de morale aux gens, je ne viens pas aussi pour indexer les gens, je ne viens pas pour juger les gens, ce n'est pas mon rôle. C'est pas ce que j'ai fait à l'école, c'est pas ce que je dois faire en tant que citoyen. Mais je viens faire juste ce qu'on appelle euh, des témoignages, des faits qui peuvent sauver des vies. J'ai déjà sauvé pas mal. Et surtout donner de l'espoir à ceux qui sont dans des situations compliquées, qui se disent que ça on peut pas, je peux pas le faire, je peux pas dire, ah ce qu'elle a raconté, c'est ce que je suis en train de vivre moi aussi, et donc elle s'est en sortie comme ça, elle aussi quand elle était dans ce, dans cette situation. C'est très important de savoir qu'il y a une personne, de fils que une, qui, même si elle ne me dit pas cette personne, je sais qu'il y a une personne à travers mes vidéos que je suis en train de faire, à travers mes témoignages, à travers mes faits vécus ou à travers les conseils. Et c'est que, ah, moi j'avais cette approche-là et voilà, elle s'est en sortie avec l'autre approche. C'est toujours bénéfique, hein? On n'est pas parfait, on a tous des défauts, mais cette, la plateforme nous aide à se remettre en question soi-même et aussi à se dire que voilà, j'étais partie un peu trop loin et voilà qu'une personne vient m'éclairer sur une situation ou telle situation. Donc je vous remercie et toutes ces personnes-là qui voient ça de mauvais oeil, ben, essayez de réfléchir un tout petit peu, de vous mettre juste à ma place. Je sais que vous ne pouvez pas être moi, juste se mettre à ma place, c'est tout. Vous diriez, vous peut-être vous procéderiez d'une autre manière, moi je procède de cette manière. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai fait pour fuir un prédateur. J'ai fui un prédateur. C'est déjà quoi le prédateur? Un prédateur, des personnes toxiques, euh, des personnes qui n'ont pas la même vision que moi, mais que je trouvais, si je reste toujours à leur côté, j'allais peut-être péter un câble, comme on dit, j'allais peut-être mal réagir, j'allais peut-être faire des choses que je ne voulais pas faire par rapport à ce que j'ai reçu comme éducation, à ce que j'ai comme conviction personnelle et à mon point de vue. Je ne veux pas qu'on m'étouffe. Voilà, j'aime pas qu'on m'étouffe. Quand je vois que ça ne marche pas, je laisse tomber. Si je vois que j'aime ce que je veux, je suis en train de voir, je vais jusqu'au bout. Même quand on me met les bâtons dans les roues, comme on dit, même s'il y a des gens qui viennent te dire le contraire, je dis, moi j'ai envie de voir, j'ai envie de persévérer. Cette persévérance-là m'a ouvert mon esprit et aujourd'hui je peux carrément me prononcer sur tel sujet par rapport à mon point de vue. C'est ça aussi qu'on appelle la liberté de penser ou de dire ce qu'on a, toutefois en respectant l'être humain
dans son intégralité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi j'ai fui un prédateur. Comment plutôt j'ai fui un prédateur. Pourquoi aussi ça va de soi. J'ai fui ce prédateur-là. Si vous n'avez pas regardé mon histoire sur l'Ivoirienne qui a failli nous tuer avec mon fils, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi je fuis ce prédateur. Moi, je l'appelle prédateur aujourd'hui parce que, avec le recul, parce que ça s'est passé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, c'est beaucoup. Après 7 ans, je me suis rendu compte que j'étais avec un prédateur. Pour ne pas utiliser le plus gros mot, un pervers narcissique. Je suis désolée, hein. C'est vraiment un pervers narcissique. Parce qu'il a tout d'un vrai pervers narcissique. Vraiment. La première des choses, c'était cette grosse dispute, cette grosse embrouille que nous avions eue avec l'Ivoirienne. Quand l'Ivoirienne a quitté la maison, je suis restée et il voulait se rassurer, ce prédateur voulait se rassurer envers moi si moi j'ai cru à la fille ou au garçon. Ben, je ne suis pas idiote. C'est le garçon qui drague. Mais moi, je l'ai fait comprendre que c'est pas lui qui a dragué, mais c'est la fille qui a fait que tu puisses draguer. Je sais pas. Donc lui, il voulait que je le rassure. Non, que voilà, j'ai dit, écoute, le débat est clos. C'est elle qui t'a poussé que tu la dragues parce qu'elle était nue, et pourtant j'ai lu les messages dans le téléphone de la fille et j'ai vraiment compris que c'était le garçon et il était insistant, très très insistant. Donc c'est limite vraiment harceler la fille. Franchement, chez les blancs, on devrait appeler ça de l'harcèlement. Mais comme chez nous les noirs, on ne peut pas appeler ça harcèlement, il draguait, on va s'arrêter à draguer. Mais il était vraiment insistant. La fille lui répondait, mais lui, il remontait pour rassurer la fille. Donc, du coup, moi, je me suis dit, je vais le rassurer, lui, que c'est pas lui qui a commencé, c'était pas de sa faute, c'est la faute à la fille. Et donc, l'Ivoirienne est partie de la maison. J'ai quelque part aussi sauvé l'Ivoirienne à ne pas rentrer dans dans la toxicité de cette personne. Parce que c'est vraiment une personne toxique. Et donc, l'Ivoirienne est partie. Nous sommes restés. On a fait déménager une autre femme qui est venue dans la maison, qui est venue encore en colocation avec nous. Cette femme, on la connaissait. Elle était de la famille, on la connaissait depuis très longtemps. Et donc, elle ne pouvait pas sortir avec lui, avec mon mec. Et donc, ben, tout allait bien avec la femme avait un enfant, et puis on était bien dans la maison, voilà. Moi, au fond de moi, je me suis dit, je ne vais pas prendre mes affaires du jour au lendemain parce que le gars couche à gauche, à droite et que moi, je vais prendre mes affaires, partir comme ça. En France, on ne part pas comme ça dans l'euphorie. Il faut toujours prendre le temps. Il faut bien préparer aussi son départ. Il faut savoir quand tu sors où tu vas vivre. C'est pas comme en Afrique, tu prends tes affaires et tu vas vivre chez ta grand-mère ou chez ton oncle. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Ici, on paye le loyer, on achète tout. Et moi, je ne travaillais pas. Mes papiers n'étaient pas encore vraiment en règle pour pouvoir travailler. Et donc, je ne travaillais pas. Je n'avais pas d'argent. Ça, c'est un autre point. Pourquoi je n'avais pas d'argent? Parce que c'est le gars, encore lui, qui gardait ma carte bancaire. La carte bancaire du peu d'argent qu'on m'envoyait de l'enfant, qu'on me payait pour l'enfant, c'est lui qui en gardait. C'est pas lui qui s'est procuré la carte. On avait juste mis en commun
en couple, hein, nous avons mis un point, genre, moi, comme je ne travaille pas, donc ça, c'était ma petite participation par rapport à l'argent qu'on me passe de l'enfant. Donc, toi, tu ajoutes avec ton salaire et on va faire le nécessaire ensemble. Voilà. Donc, moi, je participe à faire tout ce qu'il fallait faire, hein. Et lui aussi participait parce que c'est lui qui travaillait. Donc, on s'était entendu comme ça. Donc, c'est lui qui gardait la carte. Donc, moi, je n'avais rien, je n'avais pas de carte. Même pour m'acheter la serviette hygiénique, il fallait que je lui demande 10 euros. Ne me prenez pas d'une bête, je n'étais pas bête, parce que j'avais voulu que les choses passent comme ça dès le début. Sauf que moi, je le pensais ainsi pour pouvoir euh, acheter les trucs en commun dans le couple, pour pouvoir vivre en couple. Alors lui, il le faisait d'une mauvaise intention. Que le jour qu'il va faire une faute, que moi, je n'aurai pas l'argent ni la force de sortir parce que je n'aurai pas l'argent. Ici en France, il faut avoir de l'argent. Après, j'ai compris bien après. Parce que en dehors de l'ivoirienne, il avait deux autres femmes. Celle-là, c'était des Congolaises. La première, c'est une jeune fille. Cette jeune fille-là, je la connais. Depuis que j'ai accouché, j'avais accouché mon enfant, mon premier enfant, la fille venait m'aider pour faire des tresses. Je la connais fort longtemps, je connais même son père. Alors que la fille sortait, couchait avec lui. Donc même quand il venait à la maison, la fille, il couchait avec le gars. Moi, je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir parce que je connaissais la fille en fait. Moi, je me disais qu'elle ne pouvait pas faire du genre de truc. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, la fille couchait avec le gars, même quand elle était à la maison. Donc, je dormais avec la fille. Mais moi, quand je partais dormir, bref, ça c'est trop rentré dans les détails. Mais sinon, la fille couchait avec le gars. Moi et la fille, on a une différence d'âge, je vais dire 5 ans. Je l'ai connue, la fille, moi j'avais 19 ans quand je l'ai vue pour la première fois. Et la fille avait 15 ans, je crois. Moi j'avais 20 ans, je vais dire 20 ans. Et la fille avait 15 ans. Et donc pour la deuxième fois quand je l'ai vue, hein, c'est ici en France. Et pour moi, la fille ne peut pas coucher avec ce gars. Parce que c'est presque, pas son père, mais c'était l'ami de son père. Donc pour moi, ils ne pouvaient pas coucher. Mais non, ils couchaient ensemble. Ça, c'est donc la deuxième fille. La troisième, c'est une dame. Une autre Congolaise. Celle-là, je vais vous faire une histoire. Vous allez voir. C'est... Parce que celle-là aussi, je l'ai connue, mais bien après. Donc, quand elle a eu la troisième femme, donc la plus grande, une femme mature qui avait 6 enfants, et lui, il commençait à découcher. Donc, quelques mois après l'incident de l'Ivoirienne, il commençait à découcher. Donc, il nous laissait à la maison avec l'enfant, bien évidemment, et lui partait dormir, bien évidemment, il ne disait pas la vérité. Et moi, j'avais déjà su qu'il avait une autre femme. Donc, je me suis dit, là, il faut maintenant que je me prépare parce que, voilà, il faut que je me prépare que cette relation ne va pas aller loin. Donc, il faut que je puisse me préparer en conséquence. Donc, je n'avais pas d'argent, je ne travaillais pas, je n'avais rien, rien du tout, rien. Donc, je suis restée dans la maison. L'entourage, donc même la dame avec qui je vivais dans la maison, est rentrée dans le jeu du garçon. Donc, il a contaminé, il a, d'une manière inconsciente, hein, la dame est rentrée aussi dans son jeu. Et donc, je m'étais retrouvée coincée, presque sans issue. Et il se moquait de moi tous. Donc, lui, il appelle par exemple sa sœur devant moi et il commençait à rigoler.
hein, à rire devant moi, genre, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas où aller, je n'ai pas de maison, je ne pouvais pas aller chez ma famille, bref. Il n'y avait que lui, quoi. Donc, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Moi, je ne pouvais rien faire. C'est ça qu'on appelle la souffrance mentale. Pour les femmes, il y a certaines femmes qui se retrouvent comme ça, c'est-à-dire on te coupe euh, les vivres, l'argent, tout, tout. La maison n'est pas à ton nom. Ben, si tu craques, tu peux péter un plomb, tu commences à crier. Et puis, je ne pouvais pas sortir avec l'enfant dans la rue comme ça, aller dormir. Si j'étais toute seule, j'allais sortir. Je partais, je dors dans la rue, c'est pas grave. Mais avec un enfant, il faut toujours peser le bon et le pour parce que c'est l'enfant qui va en subir. Donc, je protégeais l'enfant du mieux que je pouvais. Et donc, tout le monde est rentré dans son jeu de manipulation, de mensonge, de, euh, de me faire souffrir, pas physiquement, mais moralement. Donc, je ne pouvais plus faire confiance à personne. Je m'étais retrouvée toute seule contre peut-être 10 personnes. Mais tout le monde ne m'attaquait pas vraiment physiquement, mais je sentais que il y avait vraiment des magouilles qui étaient en train de se passer, des choses bizarres. Je me suis dit, ok Avel, maintenant tu es prête. Je n'avais rien, 0 franc, même pas un centime. Alors j'ai un bébé, il doit manger, il doit porter les couches, voilà. Je me suis levée, j'ai demandé de l'aide à un membre de ma famille au pays. Il avait des moyens. J'ai dit à ce membre de la famille que moi, je suis un peu dans l'impasse avec mon fils. Est-ce que tu peux m'envoyer même 100 euros, 50 euros, 150 grand max? La personne s'est moquée de moi. C'est un membre de ma famille. La personne s'est moquée de moi. Et puis, elle m'a dit carrément que non. Ok, bon, d'accord. Tout ça, je ne pleurais pas. Je pensais juste à mon enfant, que mon enfant ne soit pas traumatisé par tout ce qui se passe maintenant. Parce que les choses étaient devenues vraiment tendues, 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 tendues. Et j'ai compris que j'avais affaire à des personnes bien organisées, des vrais menteurs. Et puis ces personnes-là voulaient que je pleure, que je puisse souffrir, mais souffrir physiquement avec mon enfant. Bref. Et donc, je me suis dit, ok, je me suis retournée vers ma mère, au moins elle, je peux dire. Je me suis retournée vers ma mère, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Elle n'a même pas hésité, elle m'a envoyé de l'argent. Donc, quand elle m'a envoyé cet argent-là, j'ai dit, ok, j'ai au moins 50 euros, elle m'a envoyé 150. J'ai au moins 150 euros, je dis, mais merci maman. Elle m'a envoyé 150 euros. J'ai dit, bon, j'ai maintenant 150 euros, je vais fuir. Pas sortir, pas dire toi et moi c'est fini, moi je m'en vais. Non, je vais fuir. Il fallait que je fuis. C'était la vie ou la mort. Soit je devenais malade, c'est-à-dire que péter un plomb, crier, soit je négligeais l'enfant et je fuyais moi, je partais, je sauvais ma propre peau, mais je sais que mon fils allait souffrir. Parce que ce sont des gens qui ne voulaient pas prendre en charge, qui ne voulaient pas s'occuper de mon enfant. Donc si moi je partais toute seule, c'est-à-dire j'allais abandonner mon enfant entre les mains des prédateurs. Donc j'ai dit, je fais quoi? Je suis allée demander de l'aide et je suis allée vivre quelque part avec mon enfant. Donc j'arrive quelque part, j'étais soulagée. Et donc, avec l'argent que ma mère m'avait donné, donc j'ai fui. Le jour que je suis partie, un jour comme ça, je n'ai dit à personne. Je parlais avec tout le monde. Tout le monde, je parlais. Ils connaissaient tous la situation, comment ça se passait. C'était plus vraiment vivable. Mais personne ne pouvait voilà, m'accepter. Et je comprends, hein, je comprenais bien. Je ne pouvais pas aller vivre chez les gens parce que j'ai un enfant. Donc, il fallait que je me débrouille toute seule.
Mais je voyais que ces gens-là se moquaient de moi, vraiment de face. Et donc, quand j'ai eu cet argent de ma mère, j'ai dit, je dois fuir. Parce que si je disais là où je partais, ils allaient me traquer. Ils allaient me traquer. Donc même la personne qui était dans la maison avec nous, cette dame qui est venue encore vivre en colocation, que j'ai dit que c'est une dame de la famille, euh, un bon matin comme ça, je me suis levée, j'ai dit, moi je m'en vais. Elle m'a regardé, mais tu vas aller où? Mais tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Je dis, ben, je vais partir parce que c'est invivable ici. En fait, un enfant ne peut pas vivre comme ça. On passait parfois en plein hiver dehors, on restait là jusqu'à 22 heures parce qu'on n'avait pas des clés pour rentrer dans la maison. Le propriétaire de la maison était aussi de son côté, donc du côté du mec. Et puis, il ne voulait pas que je multiplie les clés de la maison. La dame avec qui je vis, qui avait un enfant, celle-là, elle commençait aussi à jouer le jeu. Donc, elle finissait parfois à 18 heures dans son travail, mais elle sillonnait toute la ville pour qu'elle vienne rentrer qu'à 22 heures. Entre-temps, moi, j'étais dehors avec l'enfant dans le froid. Et le mec ne voulait pas que je m'asseye sur ses fauteuils, que j'allume la télé. Il m'avait ravi le téléphone parce que c'est lui qui l'avait acheté. Il m'avait interdit de téléphoner même avec le fixe dans la maison. Ce que je dis, c'est vrai. Hein. J'ai dit, mais ça, c'est pas normal pour un enfant, quoi. C'est pas bien. Je peux pas vivre dans cette atmosphère-là. J'ai parlé avec tout le monde, même le propriétaire de la maison. Je lui ai dit que, voilà, c'est ta maison, c'est toi qui prends la décision. Est-ce que je peux rester avec l'enfant et puis je veux commencer à travailler? C'est-à-dire que je veux prendre les papiers des gens, je travaille et je vais payer la maison. J'étais prête à tout. Et le monsieur a refusé. J'ai dit, ok, là, je ne peux plus vivre, en fait. Je ne peux plus vivre dans ces conditions, il faut que je parte. Donc, je suis partie. Le jour que je suis partie, le mec était parti au découchement dans ses habitudes, hein, quand il avait eu une autre femme qui a 6 enfants. Donc, il découchait parfois une semaine. Une fois, par exemple, je me rappelle, l'enfant était malade. J'appelle les pompiers et non, la SAMU, c'est-à-dire les secours. Il était tellement grave. J'appelle les secours sont arrivés. Donc, quand les secours sont arrivés, j'ai quand même appelé la personne avec qui je vis, hein, pour lui dire que moi, je vais aller à l'hôpital, tout ça là. Il n'était pas là, il avait découché. Il n'était pas là, donc je l'appelle, que l'enfant était vraiment grave, malade. Donc, j'ai appelé toutes les personnes de sa famille pour leur dire que je pouvais pas le voir au téléphone si il pouvait rentrer vite parce que l'enfant est à l'hôpital, ou bien s'il rentre et il ne trouve pas, nous sommes à l'hôpital. Donc les secours arrivent. Quand les secours arrivent au même moment, lui aussi il arrive. Et je n'avais rien, 0 € Et donc les secours, je lui dis, ah tiens, tu es arrivé, il y a l'enfant qui est malade et que j'ai appelé les secours, donc on va aller à l'hôpital. Il me dit, ok, donc je vais partir avec toi et tout. Il fait semblant de s'habiller et quand on était prêt, les secours nous dit, allons-y dans l'ambulance. Lui, il se retracte. Il dit, je n'irai pas, toi vas-y. Et puis, bon, voilà. Il faisait froid, j'ai pris l'enfant, je suis partie. À l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on consulte l'enfant et il était minuit quand ils sont venus me chercher. Et donc à 2 heures du mat, on me dit, ben c'est bon, c'est fini, vous pouvez rentrer, on me donne l'ordonnance, tout ça, vous pouvez rentrer. Mais j'avais zéro, parce que en fait, quand les secours viennent vous chercher, ils ne vont pas vous déposer à la maison. Là, vous allez rentrer de votre propre manière. Euh, et donc, moi, je n'avais rien, zéro, pas de téléphone, rien du tout. Et donc, je dis, je fais comment? Il est 2 heures du mat, il fait froid, avec un enfant qui a envie de dormir. Moi aussi, j'étais fatiguée. Je fais comment? Je vais voir les vigiles. J'ai un monsieur qui était là, c'était un vigile. Le monsieur, je le vois, je l'appelle. Et je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu peux me donner ton téléphone? Le vigile me donne le téléphone. Et puis, il me dit, qu'est-ce que
tu vas faire? Donc j'appelle le monsieur pour le mec, pour lui dire que voilà, j'ai expliqué. Il me dit de dormir, de rester là assise avec l'enfant sur le banc et de dormir là et le lendemain, peut-être à 6 heures, les bus vont commencer, tu vas rentrer. Euh, J'hallucine. Je vais chez les infirmières, je dis comment est-ce que je peux faire pour rentrer? Les infirmières me disent si vous avez de l'argent, appelez un taxi. Je dis j'ai pas d'argent, je peux pas appeler de taxi. Il me dit madame, tout le monde a une carte bancaire. Je dis j'en ai pas. Il me dit bon, ok, mais appelez le taxi, vous allez payer à la maison. Quand vous allez arriver chez vous, vous prenez la carte dans votre maison et vous payez. Je dis non, j'ai pas d'argent. Il me dit on peut rien faire pour toi, madame. Dans ce cas, vous allez dormir avec votre enfant sur la chaise. J'avais déjà mal au dos. L'enfant était super fatigué. J'avais faim. J'ai pris le courage le lendemain encore. Je suis allée demander à un monsieur qui était venu accompagner sa femme et son enfant aux urgences. Je lui ai dit, excusez-moi monsieur, pendant que votre femme reste avec votre fille, le monsieur je ne le connais pas. Hein. Je dis, je ne peux rien faire quoi. Je ne peux rien faire. Ce qui m'arrivera, m'arrivera. Au moins ça va m'arriver, mon fils et moi. Bref. Donc je suis allée voir le monsieur. J'ai dit au monsieur, est-ce qu'il pouvait m'accompagner chez moi? Il me dit, vous vivez dans quelle ville? Je lui dis de la ville. Il dit, c'est pas très loin. Dans ce cas, rentre. Le monsieur, il est de la Turquie. Je ne connais pas. Je dis, s'il nous tue, nous deux, au moins, on va mourir nous deux. Parce qu'il ne va pas me tuer, il va laisser le bébé. Donc, il va soit nous tuer nous deux, soit... Mais parce que je ne pouvais pas. Donc, je prends mon fils, et puis on rentre. Le monsieur vient nous accompagner en voiture. Heureusement, rien ne nous est arrivé. Et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, j'étais surpris de nous voir. Il dit, comment vous avez fait? Tout ça, c'était son plan machiavélique, que je puisse arriver au bout, que je pète un plan, que je puisse l'insulter. Et oui, ce jour-là, je l'ai insulté. J'ai dit, tu es vraiment un gros imbécile. J'ai jamais vu des imbéciles comme ça, mais toi, tu es imbécile numéro 00. Je suis désolée, hein, mais vraiment, tu es un imbécile. Et c'est dommage d'avoir une personne imbécile comme toi. Vraiment, franchement. J'hallucine. On devrait nous tuer en route par le monsieur turc. Ni vu ni connu parce que je ne le connais pas. Mais même si on dormait, j'allais tomber malade. Si je dors à l'hôpital c'est pire. Tu n'es pas malade et toi tu vas dormir sur le banc avec un bébé. C'est la même chose que prendre des risques. Qu'une personne vienne t'accompagner, il faisait froid. Je sais que l'hôpital c'est un lieu sûr, personne ne viendra t'agresser, mais ce n'est pas non plus un lieu sain pour un enfant, pour une personne en bonne santé. J'ai dit ok, je crois que là, il faut que je parte. Mais si je partais comme ça, je lui disais comme ça à la face que je vais partir, ça allait passer dans tous les sens. Il allait inventer des histoires. Donc quand le monsieur partait découchait quand je partais, j'ai calculé, il faisait parfois une semaine, il ne venait pas à la maison. Donc un lundi, je me suis levée, j'ai dit, je m'en vais. J'ai pris mon enfant, j'ai pris la valise de l'enfant, j'ai pris ma valise, je suis partie. J'ai dit à la dame, je suis partie. Eh mais où tu vas? J'ai dit, non, je ne sais pas. Je vais dormir dans la rue, je vais errer dans la rue, mais je suis partie. J'ai pris l'enfant et nous sommes partis. Je n'ai pas dit, mais je n'ai pas coupé les ponts. Je n'ai pas arrêté, j'ai acheté le téléphone, j'ai récupéré le numéro et donc je les appelais pour rester en contact. Parce qu'il ne faut jamais fuir et couper tous les ponts. Jamais. Donc j'ai dit, je ne vais pas couper les ponts, je vais rester en contact avec eux, surtout avec la famille. Je vais leur faire comprendre que je me suis juste éloignée, mais je suis avec vous.
Et donc, j'ai pas coupé les ponts. Je parlais avec eux et eux, ils ne savaient pas que j'ai dit à la dame avec qui je vivais dans la maison, faut pas dire. Faut pas dire que je suis partie. Quand il va venir, il viendra te trouver, mais il va te demander, mais avec où est l'enfant? Je vois pas sa valise. Tu dis toi aussi, tu fais l'étonner. Ah, mais je sais pas. Moi, j'étais au travail, mais moi, je pensais qu'elle était partie. Mais elle n'est pas là, elle n'est pas là. Sa valise n'est pas là. Toi aussi, tu fais l'étonner. Ne dis pas à tout le monde que moi, je suis partie. C'est ce que j'avais dit à la dame. Et donc, je suis partie. Le monsieur, je suis partie un lundi, un vendredi. Oui, un vendredi. Et le monsieur est venu, lui, dimanche, pour me dire qu'il a constaté qu'il n'était pas là et la dame a joué aux étonnés. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, surtout africaines, qui gardent ce genre de problèmes. Ça passe tous les jours. Ces jeunes femmes, comme moi, les jeunes femmes qui sont dans cette situation, moi je me suis en sortie, je vous jure que je me suis en sortie. C'était pas facile, mais il fallait connaître. Je vous donne vraiment tout mon courage. Je raconte ce qui m'est arrivé. Ça fait déjà 7 ans que c'est arrivé. Et j'ai pas de rancœur parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte que cette personne-là, c'est une pervers narcissique. Parce qu'il n'a pas lâché le morceau. Il a cherché à connaître où j'étais pour pouvoir bien continuer me faire du mal. Heureusement, j'ai pas dit là où j'étais. Donc j'étais entre guillemets dans mon petit coin, personne ne savait où je vivais, mais je parlais avec eux. S'ils avaient besoin de voir l'enfant, moi je les emmenais l'enfant. Je disais pas là où je dormais. Parce que si je disais, ils devraient peut-être me traquer ou me... Voilà. Donc, les femmes, je sais que, surtout les femmes, il y a aussi des hommes hein, qui subissent ce genre de pression, ce genre de manipulation, des gens toxiques qui sont là, qui veulent faire du mal aux autres. C'est vraiment un message pour toutes ces personnes. Ayez le courage. Rien n'est perdu. Vous avez l'avenir devant vous. Faites attention. Écoutez bien. Ne coupez pas les ponts directement. Restez en contact, mais ne donnez pas votre position là où vous êtes. Laissez les contacts pour comprendre surtout ce qu'ils veulent. La manipulation, vous allez bien comprendre parce qu'aujourd'hui, je comprends que ce sont des personnes toxiques et lui, c'est un pervers narcissique. C'est un égoïste, un manipulateur et il manipule toutes les personnes qui sont autour de lui pour pouvoir l'entraîner d'une manière consciente ou inconsciente pour faire du mal à l'autre. Je vous remercie pour le temps et puis ces histoires-là peuvent sauver des vies. Votre santé en dépend, surtout la santé mentale. Et donc, c'est pour cela que je l'ai raconté, c'est mon histoire. Et voilà. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bisous. Ciao.